Et bonsoir les Tanuki Rollistes, on se retrouve pour la suite des aventures de Shayton. Dans le dernier épisode, il avait passé une journée au lycée assez tranquille, placé sur le signe des interactions avec les MacGuffin. Tout d'abord, au club de mécanique, il a papoté avec Savannah, la fille MacGuffin, et ils ont parlé chevaux. Au fil de la discussion, Shayton a réussi à convaincre Savannah de l'inviter samedi après-midi au ranch familial afin de faire un peu d'équitation. Puis, après le club de mécanique, Shayton s'est rendu sur le terrain de l'équipe de football pour participer à la sélection de l'équipe. Sur le terrain, face à un Brody McGuffin assez sceptique, Shayton a réussi à faire ses preuves et le coach O'Reilly a décidé de lui faire intégrer les Blackwater Buffalo. Ce qui a permis à Shayton de placer ses pions pour être plus près de Brody McGuffin et surtout des rumeurs sur le mystérieux sponsor de l'équipe, qui s'avère être tout simplement le père, Rick McGuffin. Content d'avoir commencé à placer ses pions, Shayton est rentré chez lui, tranquillement, et a décidé de continuer sa mission de Dreamcatcher qu'il s'est fixée. Il comptait aider ceux qui en ont besoin face à leur cauchemar, et ce soir, Shayton compte aider Ravi Pavel, le jeune geek avec qui il a commencé à sympathiser. Couchant sur son lit, Shayton s'est laissé glisser à travers la toile d'Ashibi Kahashi, afin d'essayer de percevoir ce qui perturbe Ravi dans son sommeil. Il est alors arrivé directement dans le cauchemar du jeune homme, une sorte de ville futuriste au gratte-ciel imposant, où émerge une silhouette colossale, la machine dévoreuse. Et c'est ici que nous reprenons. Alors que Shayton observe la machine dévoreuse, il sent la puissance écrasante qui émane de cette entité cauchemardesque. Chaque mouvement de ses tentacules semble saccager un peu plus le paysage futuriste qui se déforme et se brise autour de lui. Le ciel, autrefois éclairé par des néons, se teinte d'un gris sombre et métallique. Des cris d'angoisse résonnent faiblement au loin, des échos de Ravi piégés dans ce cauchemar. Le défi pour Shayton est de taille. Il doit non seulement trouver Ravi au milieu de cet apocalypse technologique, mais aussi faire face à la machine dévoreuse avant qu'elle ne consume complètement ce rêve. Ses tentacules fouettent l'air à une vitesse effrayante, et l'une d'elles semble se rapprocher dangereusement. Pour le moment, Shayton a plusieurs options. Tenter de se camoufler pour éviter les tentacules et progresser plus discrètement, essayer de manipuler le rêve en sa faveur, ou entrer directement en confrontation avec l'entité mécanique pour la ralentir. Que fait Shayton ? Je suis assez perdu dans ce cauchemar car j'avoue, c'est la première fois que je vois aussi complexe dans sa construction. Je veux dire, en fait, c'est vraiment une énorme mégalopole futuriste avec des néons qui clignotent et tout. Ça m'a l'air vraiment labyrinthique comme ville. Je vois que la ville a perte de vue avec ces grands buildings qui couvrent le ciel. Même d'ailleurs, le ciel, il est étrange, comme si c'était une grille de matrice et non pas un ciel normal, qui donne vraiment un effet d'être enfermé dans ce cauchemar. Et surtout, dans le ciel, cette énorme tête cybernétique, robotique qui flotte avec ses longues tentacules qui balayent les immeubles pour les faire s'effondrer et tout. C'est assez perturbant. Moi qui suis pas très fan à la base de science-fiction, surtout ce genre-là. Peut-être que Shayton a au moins vu les Star Wars, mais c'est peut-être qu'il a vu Terminator 1 et 2. D'ailleurs, il va comprendre que c'est une des inspirations majeures du cauchemar de Ravi quand je vois en fait que je suis pas seul dans ce cauchemar. Il y a plein de gens dans le cauchemar qui sont en train de courir, de fuir et tout, alors qu'en fait, au-dessus d'eux, donc il y a cette machine dévoreuse qui provoque une sorte d'apocalypse. Et tandis que au sol, en fait, dans les ruines de la ville, il y a des sortes de squelettes mécaniques avec des sortes d'armes à fission qui avancent d'un pas mécanique. Comme en fait des Terminator, comme dans le film éponyme avec Arnold, quand ces squelettes métalliques aux yeux rouges qui tirent à tout va sans discernement de manière méthodique sur ces humains qui fuient, des survivants. Et du coup, je me retrouve en fait au beau milieu d'une apocalypse cybernétique, complètement paniqué de voir la complexité de ce rêve qui a l'air d'englober toute une ville. C'est assez effarant de voir ce que en fait l'esprit torturé mais aussi structuré de Ravi en fait arrive à créer.
Et du coup, sentant la pression, ne sachant pas trop où aller, alors qu'il y a des petits rafales de laser qui virevoltent au-dessus de moi, provenant des fusils étranges des robots, je vais me mettre à courir aussi pour essayer de trouver un meilleur abri. Peut-être derrière un vieux bus à moitié détruit, histoire de souffler un petit peu et d'essayer de mieux comprendre la situation. Shaiton se faufile rapidement entre les débris, évitant les tirs laser des squelettes mécaniques qui avancent sans pitié à travers la ville en ruine. Derrière un bus éventré, il trouve un bref répit. Le métal du bus est couvert de traces de brûlure, et la moitié de sa structure semble fondue sous la chaleur intense des tirs. Le bruit sourd des explosions et des bâtiments qui s'effondrent résonne encore dans ses oreilles. La ville, si vaste et complexe, semble sans fin, un véritable labyrinthe oppressant. Alors qu'il reprend son souffle, Shaiton réalise que trouver Ravi ne sera pas simple. Ce cauchemar est une représentation du plus grand stress de Ravi, et la machine dévoreuse ne fait que détruire plus vite à mesure que la peur grandit. Il doit être intelligent et stratégique pour éviter d'être submergé par cette vision apocalyptique. En observant la scène depuis son abri temporaire, Shaiton se rend compte que l'une des tentacules géantes de la machine dévoreuse se dirige vers un point précis, plus loin dans la ville. Cela pourrait indiquer où se trouve Ravi, caché et terrifié. Shaiton sait qu'il doit agir vite avant que la machine ne le trouve et ne l'engloutisse dans ce cauchemar infernal. Il a plusieurs options. Il peut tenter de suivre cette tentacule pour essayer de retrouver Ravi. Il peut essayer de manipuler l'environnement autour de lui pour créer un abri ou détourner l'attention des squelettes mécaniques. Il peut aussi essayer d'attaquer un des robots pour attirer l'attention de la machine, quitte à prendre des risques. Shaiton se prépare à faire son choix alors que les bruits des pas métalliques se rapprochent dangereusement. Que fait-il ? Je ressens le stress monter à moi, car être ainsi au beau milieu d'une apocalypse, en pleine guerre, contre des machines et des humains, je m'attendais pas du tout à ça, donc j'avoue. Puis, je sais que dans la marche des rêves et des cauchemars, tout est réel dans ce monde onirique, et que cela peut avoir un impact sur moi dans le monde éveillé. Je me souviens encore des blessures que j'avais reçues dans mes premiers visite de cauchemar avec la femme araignée et ses fils de soie qui m'avaient entaillé la peau. Donc j'ose même pas imaginer ce qui pourrait m'arriver si un de ces tirs laser pourraient me toucher. Du coup, je lève la tête au ciel et je vois donc cette longue tentacule filer vers un coin de la ville. Et je me dis que c'est peut-être par là que pourrait être Ravi, en fait, que je pense que le but premier de la machine dévoreuse, c'est de mettre la main sur, entre guillemets, son créateur. En même temps, c'est Ravi qui génère ce cauchemar, donc oui, c'est son créateur, vu qu'en plus lui, qui me disait qu'il avait peur de créer une machine qui pourrait se retourner contre l'humanité comme une intelligence artificielle. Vraiment, il a vraiment trop vu Terminator, pour le coup. Du coup, je vais essayer de courir tout en me mettant le plus possible à l'abri pour éviter les androïdes qui s'approchent de plus en plus et leurs tirs et rafales de laser, pour me diriger vers là où se dirige elle-même la tentacule et essayer d'y arriver en premier. Shaiton, le cœur battant, décide de suivre l'immense tentacule de la machine dévoreuse. Il sait que la situation est périlleuse, mais il ne peut laisser Ravi seul face à cette apocalypse cybernétique. En se faufilant entre les débris et les ruines, il essaie d'éviter les rafales de laser tirées par les squelettes mécaniques. Je vais te demander de faire un jet d'approche avec souplesse et charme, vu que tu essaies de te déplacer avec agilité à travers ce chaos. Ça paraît normal, ouais. Cependant, vu la difficulté de l'environnement, je vais aussi te donner un désavantage. Merde. Cela signifie que tu lanceras 3 dés et prendras les 2 pires résultats. Dis-moi comment se passe ton jet et ensuite on verra l'effet narratif de ta réussite ou de ta complication selon le résultat. Alors, ma fiche de perso...
Donc j'ai un bonus de plus 1 souplesse et charme, et du coup j'ai un désavantage sur ce jet. Oh, c'est pas beau! Parce qu'avec le plus 2, ouais, ça passe pile poil en succès partiel. Ah bon, ben c'est déjà ça. Donc j'ai fait un 7 sur les dés, ce qui signifie un succès partiel. Donc je pense que j'arrive à me faufiler à travers les débris en direction du point que j'ai repéré vers là où va ce tentacule mécanique. Mais en fait, un chemin, un courant et tout, les androïdes cybernétiques étant de plus en plus proches et la cadence de tir étant de plus en plus soutenue, je pense que je vais me prendre un tir perdu. Et un tir de laser en fait qui va me percuter au niveau de l'épaule. En fait, le faisceau laser chauffé va me transpercer l'épaule en fait au niveau de l'omoplate. Ouais. Sans forcément trop toucher de muscles et de tendons vraiment trop sérieusement, mais en tout cas assez pour me faire ressentir une vive douleur et me provoquer une énorme brûlure en fait. On voit le point d'impact d'entrée de sortie en fait de la blessure, mais ça se cautérise tellement rapidement avec la chaleur du laser. Du coup, je pense que je vais tomber un peu à la renverse, me relever difficilement en me tenant l'épaule, en gémissant de douleur, et moi je continue ma course vers l'endroit où j'ai vu ce tentacule en espérant y trouver au bout du chemin Ravi. Shaiton, malgré la douleur vive qui irradie depuis son épaule brûlée, parvient à poursuivre sa course. Le laser qui l'a frappé l'a affaibli, mais son instinct de survie et son désir d'aider Ravi le poussent à continuer. Il sait que chaque seconde compte dans cette marche des rêves et des cauchemars, où la douleur est bien réelle. Alors qu'il se fraye un chemin à travers les ruines, il aperçoit enfin une petite ouverture entre deux bâtiments déchiquetés par les tentacules de la machine dévoreuse. Derrière cette brèche, Ravi se cache, accroupi et terrifié, les mains sur la tête. Son visage est pâle et il semble complètement paralysé par la peur, fixant la machine comme si c'était la fin du monde. La tentacule s'approche dangereusement, prête à l'attraper. Shaiton sait qu'il doit agir vite. Il peut soit tenter d'attaquer la tentacule pour la détourner de Ravi, soit essayer de sortir Ravi de sa torpeur pour fuir ensemble. Je te propose un nouveau choix d'action. Attaquer la tentacule. Approche avec force et passion, ou intelligence et ruse, selon comment tu t'y prends. Essayer de calmer Ravi et le faire fuir. Approche avec souplesse et charme, ou résilience et calme. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais essayer de calmer Ravi de fuir parce que je ne vois pas affronter une tête cybernétique géante, je sais pas combien de mètres de haut et de large qui flotte dans l'air avec des tentacules géantes. Donc non, je suis pas Sarah Connor. Je crois que c'était Linda Hamilton l'actrice, oui. Du coup, je vais essayer de calmer Ravi. C'est pas ma spécialité, calmer les gens. Moi, je suis plus tendance à les énerver. Mais pourquoi j'ai un point de dégâts, moi? Hop. Avec résilience, c'est calme. On va essayer de le calmer. Putain, c'est un échec. Ah, quand... Aïe aïe aïe. Eh ben j'ai fait un vilain jet, donc j'ai voulu essayer de calmer Ravi en utilisant ma résilience et mon calme, mais j'ai fait un vilain 5, donc c'est un échec. Donc je te laisse décrire un peu ce qui se passe alors que je n'arrive pas du tout visiblement à calmer Ravi et que la tentacule s'approche de plus en plus de nous. Bon, je reprends un peu la narration car visiblement trop de violence pour la pauvre IA lorsqu'elle écrit ses propres textes. Shaiton tente de garder son calme malgré la douleur dans son épaule et l'angoisse qui monte en lui. Il s'approche de Ravi, se baisse à sa hauteur et tente de le secouer doucement en chuchotant pour ne pas attirer davantage l'attention des androïdes ou de la machine dévoreuse. Ravi, écoute-moi, ça va aller, on doit sortir d'ici, je vais t'aider.
Mais les mots de Shayton se perdent dans la panique de Ravi, qui semble enfermé dans son propre cauchemar. Il fixe la tentacule géante qui s'approche, les yeux écarquillés de terreur. Sa respiration est saccadée et il tremble de tout son corps. L'échec de Shayton à calmer Ravi amplifie la pression. D'un coup, la tentacule s'abat, entourant Ravi, prête à l'arracher. Shayton ressent un vif sentiment d'impuissance qui s'ajoute à sa propre blessure. La tentacule s'enroule autour de Ravi, commençant à le soulever dans les airs, tandis que des éclairs bleutés parcourent son corps comme si la machine dévoreuse absorbait toute son énergie. Oh putain. C'est à ce moment que Shayton ressent une douleur émotionnelle. Son échec à protéger Ravi l'affecte profondément. Il subit un dégât émotionnel alors que l'angoisse de perdre ce jeune garçon qu'il voulait aider grandit en lui. Il doit prendre une décision rapidement, soit tenter une action désespérée pour sauver Ravi, soit fuir avant que la machine ne tourne son attention vers lui. Que fait-il? J'ai quand même demandé à l'IA, vu qu'on parle un petit peu de dégâts, si tout à l'heure, à cause du tir de laser, j'avais pas pris un dégât. Et voyons, du coup, ce qu'elle me répond là, par contre, elle répond. Oui, effectivement, tu as pris un dégât physique à cause du tir de laser que tu as reçu à l'épaule. Cela te laisse donc avec un dégât physique dû à la brûlure et un dégât émotionnel suite à l'échec de calmer Ravi. Actuellement, tu as un point de dégâts dans chaque catégorie, donc il te reste encore 2 dégâts à encaisser avant de subir un état préjudiciable. Ok, ça fait mal tout ça. Du coup, quand je vois la tentacule commencer à se saisir de Ravi, le premier réflexe que j'ai, c'est de prendre mon élan et en fait d'essayer de m'agripper moi aussi à la tentacule, en fait, pour essayer de grimper sur elle alors qu'elle s'élève de plus en plus dans le ciel et essayer en fait de forcer pour essayer de libérer Ravi en forçant pour essayer de défaire l'emprise de la tentacule autour de son corps. Dans une situation aussi tendue, tu vas devoir faire un jet d'approche basé sur force et passion pour voir si tu parviens à te hisser sur la tentacule et libérer Ravi de son emprise. N'oublie pas que tu as déjà un dégât physique et émotionnel, donc cela peut influencer la suite des événements si tu rates. Fais ton jet de dés et dis-moi le résultat. J'ai jeté ce soir. Ça fait pas de mal des fois. Pas de spécialité qui pourrait m'aider. Je vais y aller avec force et passion. J'ai un plus 2. Allez, on y croit. 5 et 5. 10 plus 2, 12. Succès. Eh bien, avec mon approche de force et passion, en effet, je mets vraiment toute ma force pour essayer de libérer Ravi, de desserrer l'emprise de la tentacule mécanique autour de lui. Et en plus, quand même, je mets aussi un peu de passion pour vraiment... j'ai à cœur de me sortir de là et de aussi sortir mon ami de ses propres peurs. Donc je pense que ça va me donner un petit boost d'adrénaline, alors que je suis dans ce monde onirique, endormi, dans le monde éveillé, mais je connais l'adrénaline qui agit. Et du coup... j'ai fait un magnifique 12 sur mon jet de force et passion. Du coup, je pense que j'arrive en forçant quand même un petit peu, mais à libérer Ravi. Et je pense qu'on a le temps de s'échapper de l'emprise de la tentacule en sautant sur le toit d'un immeuble avant d'être emporté vers la bouche de la machine, en fait. Et du coup, on se retrouve sur ce toit d'immeuble alors que tout autour de nous, c'est encore l'ambiance apocalyptique. Avec ton succès impressionnant, tu réussis à agripper la tentacule avec détermination et force. Ton adrénaline monte alors que tu escalades cette masse métallique pour atteindre Ravi. Avec un puissant effort, tu parviens à libérer son corps de l'emprise de la tentacule, la desserrant juste à temps pour le tirer vers toi. Ensemble, vous sautez du haut de la tentacule pour atterrir sur le toit d'un immeuble voisin. Le choc est rude, mais vous réussissez à vous réceptionner sans trop de dégâts supplémentaires. Alors que vous vous retrouvez sur ce toit, haletant et couvert de sueur, la situation semble se stabiliser pour un moment. La machine dévoreuse continue de ravager la ville en contrebas, ses tentacules détruisant tout sur leur passage. Ravi, encore secoué, te regarde avec des yeux remplis de peur et de confusion.
Shaiton, c'est horrible. C'est ma faute. Je vais détruire tout ce que j'aime si je laisse cette chose grandir. Il regarde la machine géante dans le ciel, comme s'il voyait dans ses tentacules l'incarnation de ses pires peurs. Tu comprends que ce cauchemar n'est pas seulement un simple rêve, mais une représentation de ses plus profondes angoisses liées à sa passion pour la technologie et son désir de créer quelque chose d'innovant. Ravi semble à bout, et la machine en contrebas ne cesse de se rapprocher. Vous êtes temporairement à l'abri, mais il faudra trouver une solution pour calmer Ravi et neutraliser cette machine dans son esprit. Une intervention plus subtile pourrait être nécessaire pour l'aider à reprendre le contrôle de ses peurs. Qu'est-ce que Shaiton fait ensuite? Je me tourne vers Ravi. Et alors qu'il est en train de perdre morale, je le prends face à moi, mes deux mains sur ses épaules, pour vraiment orienter son regard droit vers le mien. Non, c'est pas ta faute, écoute, Ravi, si t'as été capable de créer cette créature, cette machine, cette intelligence, t'es capable de l'arrêter. Je sais que t'es assez intelligent pour ça. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as né son maître. Donc réfléchis bien. Il y a sûrement un moyen de l'arrêter, tu le sais, tu le connais ce moyen. Et du coup, je laisse réfléchir et je pense qu'il va commencer à me sortir tout un baragouinage scientifique en me parlant de réseaux, de serveurs, de connexions, de je sais pas quoi et tout. Mais en fait, je laisse quand même réfléchir à haute voix pour se trouver une solution à ce problème et comment arrêter en fait cette création cybernétique et ces soldats androïdes. Alors que tu le saisis par les épaules, Ravi semble retrouver un peu de lucidité, bien qu'il reste tremblant. Tes paroles le forcent à se concentrer et il commence à réfléchir à haute voix, se parlant autant à lui-même qu'à toi. Si c'est moi qui l'ai créé, alors oui, il doit y avoir une faille. Tout système a une faille, même Skynet a une faille, non? Ah. C'est comme ça que ça fonctionne. Il se met à baragouiner des termes techniques, mentionnant des points d'entrée, des protocoles de sécurité et des algorithmes. Tu n'es pas certain de tout comprendre, mais je sens qu'il est en train de se remettre en route mentalement. Ok, cette machine, elle est connectée à son réseau central. Si je peux atteindre le noyau de son système, je pourrais la déconnecter, comme couper l'électricité d'un serveur. Mais le noyau est protégé par ses soldats. Il désigne les androïdes qui patrouillent la ville en tirant à vue. Ravi continue de réfléchir, mais il est clairement terrifié à l'idée d'affronter ces machines. Il faut trouver un accès à ce noyau, mais il y a des défenses partout. Je sais pas si j'y arriverai. Tu vois qu'il commence à douter à nouveau. Ah non. Il a la clé pour neutraliser cette menace, mais il a besoin d'un dernier coup de pouce pour avoir le courage de l'exécuter. Tout repose sur votre capacité à l'amener jusqu'à ce noyau, là où tout peut être arrêté. Qu'est-ce que tu fais pour l'aider à franchir cette dernière étape et lui donner la confiance nécessaire? Le voyant douter, je me redresse, le dos bien droit, les poings sur les hanches comme pour être une sorte de figure charismatique et impressionnante. Je dis, ne t'inquiète pas, Ravi. Je serai ton Arnold Schwarzenegger et tu seras John Connor. Et comme Arnold Terminator, je te protégerai. Et du coup, je lui fais un petit clin d'œil en lui montrant mon poing avec le pouce levé pour la pose un peu du héros charismatique, en faisant référence donc au film Terminator, dont je sais qu'il est fan et s'est servi pour bâtir son cauchemar. Et d'ailleurs, je pense que ça va lui redonner assez confiance en lui de m'imaginer un Arnold, alors que je suis loin de voir la carrure d'Arnold Schwarzenegger. Mais bon, on va dire que je suis la version Eco Plus. Et du coup, je pense que même, en fait, dans l'atmosphère, on va entendre, la musique du thème de Terminator 2, justement. Tandis que, du coup, je le regarde de nouveau, je dis, guide-moi jusqu'au noyau, je te couvre. T'inquiète, ces robots, j'en fais mon affaire. Je suis pas inspiré de connaître pour rien.
Et du coup, je prends, j'avise au sol une barre de fer ou un tuyau métallique pour m'en servir comme arme improvisée. Et je fais signe à Pavé de me montrer le chemin jusqu'à son noyau pour arrêter donc cette machine dévoreuse qui continue de flotter dans le ciel avec une ombre menaçante au-dessus de nous. Ravi te regarde avec des yeux écarquillés, surpris par ton assurance et ta référence à Terminator. Malgré sa peur, il se met à sourire, visiblement encouragé par ton attitude. La musique dans l'air semble devenir plus épique, comme si le rêve lui-même réagissait à ton discours. Il acquiesce, inspiré, et se redresse, prêt à affronter la situation. Ok, John Connor et son Terminator, alors. Suis-moi, le noyau est... C'est sûrement dans la tour centrale, celle-là. Il désigne un immense gratte-ciel en métal noirci qui s'élève au milieu des ruines de la ville, les câbles de la machine dévoreuse convergeant vers lui. Il se met à courir, te guidant à travers les décombres et les rues dévastées. À mesure que vous progressez, des androïdes apparaissent, leurs yeux rouges brillants vous traquant. Ils se déplacent avec une efficacité mécanique, des fusils laser en main, prêts à faire feu. Tu brandis ta barre de fer improvisée, prêt à les affronter. Tandis que vous vous approchez de la tour centrale, un groupe de ces soldats androïdes apparaît, bloquant le passage. Tu as maintenant l'occasion de prouver à Ravi que tu es bien son Terminator personnel. Qu'est-ce que tu fais face à ces machines pour lui permettre d'avancer vers le noyau? Mauvaise idée, j'allais dire. Du coup, je fais face aux androïdes avec mon tuyau. Je me sens pas du tout la carrière de Arnold, mais vous voyez quand même les yeux de Ravi un peu remplis d'admiration pour moi, qui incarne à l'heure actuelle un de ses personnages de films de science-fiction préférés. Du coup, je vais lui dire de se cacher le temps que je m'occupe de ces vilains Terminators. Et je fonce en direction des androïdes, sans peur, sans reproche, pour essayer de faire un petit carnage. Non, je crois pas, mais au moins permettre à mon ami d'avoir une fenêtre d'ouverture pour pouvoir se précipiter à l'intérieur du building où se trouve donc le noyau et le serveur capable d'arrêter tout cela. Petit blocage de lien pour contenu qui viole ses politiques d'utilisation, donc je vais prendre une action à sa place. Tu fonces en direction des androïdes, ton tuyau de métal brandi comme une arme improvisée. Ton cœur battant à tout rompre. Ravi se cache derrière un mur effondré, te jetant un dernier regard plein d'espoir avant de te laisser faire diversion. Les androïdes tournent leur tête mécanique vers toi, leurs yeux rouges brillants dans l'obscurité. Tu sens l'adrénaline monter en toi, déterminé à offrir à Ravi cette fenêtre d'opportunité. Les premières rafales de laser éclatent, mais tu parviens à esquiver en te faufilant entre les débris. Arrivé à portée, tu abats ton tuyau sur le premier androïde, frappant son crâne métallique avec force. Des étincelles jaillissent, mais la machine ne s'arrête pas pour autant. Ses bras tentaculaires s'ouvrent, cherchant à t'agripper. Oh non, bras mécanique turbo. Je vais te demander un jet d'approche avec force et passion pour savoir à quel point tu parviens à tenir tête à ces androïdes et permettre à Ravi de s'infiltrer dans la tour. Ok, bien on va aller faire ça. Donc force et passion, clairement. Ouais, c'est un succès partiel, je sens que je vais avoir mal. Eh bien, j'ai fait un 8 sur mon jet d'approche avec force et passion. Et même si je me prends pour Arnold Schwarzenegger, d'ailleurs, je lui crie « Je suis ce putain de fucking Arnold !» Et du coup, je commence à faire des gros moulinets de mon tuyau, en sortant quelques répliques cultes du film que j'ai un peu apprises. Et du coup, je pense que j'y arrive, mais mine de rien, les Terminators sont trop nombreux pour moi. Et en fait, je commence à me prendre des coups en retour de leurs poings métalliques. À mes côtes. Au visage. Ça fait mal. Je sens peut-être quelques-unes de mes côtes se fêler sous leur impact de leurs poings de métal.
Mais en tout cas, j'occupe assez leur attention pour que Ravi puisse se faufiler sans être vu et réussir à pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Et alors que je le vois d'un coin de l'œil rentrer sain et sauf à l'intérieur du serveur, je suis toujours en train de lutter contre ces créatures qui m'infligent des dégâts. Et du coup, je commence à tomber un genou au sol, me demandant si je risque pas d'y passer cette fois-ci. Et que je ne sais même pas si je me réveillerai. Mais en tout cas, je suis heureux de savoir que Ravi a pu s'en sortir sans danger. Et tous les espoirs, en fait, reposent sur ses épaules, sur lui, tel vraiment un John Connor. Bravo pour ton jet. Shayton incarne l'esprit d'Arnold avec panache. Merci. Mais la lutte contre les androïdes est brutale. En effet, tu prends des coups puissants de leurs poings métalliques qui t'atteignent au visage et aux côtes. Tu ressens la douleur vive dans ton corps. Et oui, quelques-unes de tes côtes se fêlent sous l'impact. Tu prends donc 2 dégâts physiques supplémentaires. Ah ouais! Ce qui te met à un total de 3 dégâts physiques. Cela déclenche un état préjudiciable qui devient fragile. Alors que tu tombes à genoux, épuisé et battu, tu sens cet état t'envahir, fragile. Tu ne pourras plus utiliser l'approche intelligence et ruse tant que cet état persiste. Pour t'en débarrasser, il faudra agir de manière impulsive, sans préparation, ce qui pourrait venir plus tard. Ouais, sûrement. Cependant, alors que tu es sur le point de sombrer dans le désespoir, tu entends un grondement sourd, une décharge électrique qui traverse l'air. La machine dévoreuse émet un cri mécanique, strident. Ses tentacules convulsent en tous sens. Ravi a réussi. Le noyau est désactivé et les androïdes tombent un par un. Leurs lumières rouges s'éteignent. La ville cybernétique commence à se dissoudre autour de toi, signalant la fin du cauchemar. Ravi surgit du bâtiment, te rejoignant en panique, et avec une lueur de victoire dans les yeux. J'ai fait, Shayton, on a réussi. Que fais-tu alors, maintenant que le cauchemar semble prendre fin? Bon, mais déjà, je vais me noter mes 2 points de dégâts. Hein? C'est bien d'aider les copains. Et du coup, l'état fragile. Je pense que du coup, Ravi vient vers moi, m'aide à me relever alors que j'ai mal de partout. C'est une horreur. Je suis à bout, physiquement et même psychologiquement. C'est la première fois en fait que je subis autant de dégâts en fait dans un cauchemar. Et j'ai peur des conséquences que ça peut avoir. Et en fait, alors que petit à petit, le cauchemar se diffuse tout autour de nous, et que peut-être on reviendra à un rêve de Ravi plus chaleureux, peut-être une sorte de grande maison très high-tech et tout, dans lequel où là c'est un super bureau avec un grand siège de gaming et tout, super classe, avec plein de jeux vidéo. Alors on est en 97, donc je crois que c'était début de la PlayStation, de la Nintendo 64, donc voilà, avec un grand écran géant pour jouer au jeu. Le premier Tomb Raider, ah ouais, je pense que je vois bien Ravi et Shayton avoir un petit crush sur Lara Croft, comme tout bon jeune homme de cet âge-là à cette époque. Et du coup, alors que Ravi reste dans son rêve, je sens que moi, je suis attiré par la toile d'Ashi Mikahashi qui, en fait, de ses fils, me ramène en fait dans le monde éveillé. Et je vais, en effet, ouvrir les yeux. Je suis dans mon lit. Et à peine j'ouvre les yeux, en fait, une douleur atroce me parcourt tout le corps. Car, comme je l'avais pressenti, tous les coups que j'ai pris durant ce cauchemar se sont réellement répercutés sur mon corps à moi, resté dans le monde éveillé. Et c'est une vraie douleur qui s'empare de moi. Lorsque tu ouvres les yeux dans ton lit, la douleur est presque insoutenable. Chaque mouvement te rappelle les coups encaissés dans le cauchemar. Ton épaule brûle encore de l'impact du tir laser et tes côtes te lancent à chaque respiration, te laissant presque sans souffle. Le silence de la nuit dans ta chambre contraste cruellement avec le chaos du cauchemar que tu viens de traverser. Tu te redresses difficilement, t'assois sur le bord de ton lit en serrant les dents
essayant de calmer la douleur. Tes pensées tourbillonnent. Tu savais que les blessures du monde onirique pouvaient affecter le monde réel, mais jamais tu n'avais ressenti cela à un tel degré. Ton esprit revient à Ravi. Tu l'as aidé à surmonter ce cauchemar, à reprendre le contrôle de sa création monstrueuse. Un certain réconfort t'envahit, mais il est vite éclipsé par l'urgence de ta propre situation. Ton corps semble réclamer du repos, mais tu sais que ça ne suffira pas à guérir ces blessures oniriques. Tu pourrais te rendre à l'infirmerie du lycée demain, mais tu sais que ce genre de blessure pourrait être difficile à expliquer. Ou bien, tu pourrais envisager d'aller voir Big Ba, ton grand-père, qui connaît les mystères de la toile d'Azibikashi et pourrait t'aider à comprendre comment soigner ces blessures oniriques. Que choisis-tu de faire? Je me relève un petit peu, m'asseyant sur mon lit. Chaque mouvement que je fais est douloureux. Je serre les dents, je limite mon esprit qui part dans l'inconscience à chaque mouvement, tellement que j'ai mal. Je me dis que c'est vraiment la merde. Mon premier réflexe aurait été d'aller voir ma mère. Je lui dis pas m'amener à l'hôpital, mais non, je peux pas avouer à ma mère tout ce que je fais dans mon sommeil, tout ce côté Dreamcatcher que j'ai commencé à développer depuis même pas une semaine. Je peux pas lui dire tout ça. Je peux pas. Elle s'inquiéterait encore plus et elle m'interdirait de faire ça. Alors que oui, certes, c'est vrai que là je suis au plus mal, mais au moins je me sens utile. J'ai aidé un ami encore une fois et je sais que cette nuit il dormira mieux et que au moins encore pendant un moment, voire peut-être plus, j'ai réussi à lui retirer une de ses peurs. Donc c'est une victoire, mais une victoire qui se paye dans la douleur pour moi. Du coup, je vais essayer de faire le moins de bruit possible en marchant très lentement, en fait, tellement que j'ai la douleur qui me plie en deux, à m'appuyer contre les murs à certains moments pour m'arrêter, respirer douloureusement, parce qu'en plus, à chaque inspiration, expiration, j'ai mes côtes fêlées qui me tirent là. C'est horreur, j'en ai les larmes aux yeux, et je me dirige péniblement vers la salle de bain. Dès que j'y suis, je m'appuie les deux mains là sur l'évier pour reprendre mon souffle, parce que j'ai l'impression d'avoir couru un marathon alors que je viens de faire à peine 5 mètres depuis ma chambre. Difficilement, j'ouvre la fenêtre de l'armoire à pharmacie pour regarder et voir si on a des antidouleurs au moins, quelque chose au moins pour me soulager. Et du coup, je vois qu'il y a sûrement une boîte de cachet que je prends. Je lis en diagonale les recommandations. Ils disent qu'il faut en prendre 1 voire 2 maximum, mais je décide là, tellement que je suis perturbé, d'en prendre au moins 3. Parce que là, j'ai vraiment besoin. Tant pis si ça me fout un petit malaise à l'autre coup, mais là, je réfléchis pas. Je prends, j'avale, je bois vite fait au robinet de l'évier directement pour faire passer ça d'une petite gorgée. Et je vais essayer en fait de retourner à mon lit. Je vais quand même retirer mon t-shirt pour voir les dégâts en effet. Et je pense que je verrai au niveau de l'épaule du coup les brûlures du tir de laser. Clairement une vieille brûlure devant et derrière l'épaule en fait. Mais aussi d'énormes boulons au niveau de mes flancs, sur là où il y a les côtes et tout. Peut-être même au visage, que j'ai peut-être une lèvre un peu déchirée, fendue. Voilà, il est fendu, sûrement un coup de poing que je me suis pris dans des Terminator. Ça encore, ça peut passer, mais voilà, comment le plus simple serait de dire une bagarre, mais la brûlure, comment je peux expliquer ça? Ça fait tellement pas naturel, du moins conventionnel que non, je peux pas dire ça à ma mère. À qui? À part, c'est vrai, peut-être Bibi, mais je suis obligé d'attendre jusqu'à demain. Je vais être obligé d'aller au lycée comme ça. Que si je me fais porter pâle, ma mère va me poser des questions de pourquoi je me sens mal, pourquoi je ne vais pas aller au lycée. Donc, peut-être sécher les cours, me trouver un coin tranquille pour la journée.
Hein, mais du coup, ça va attirer encore l'attention. Les profs vont sûrement contacter ma mère pour leur dire que j'ai séché. Donc, du coup, elle va me poser des questions et elle va se rendre compte si elle fouille un peu trop de mes blessures. Donc, non, là, je vois en fait, alors que je retourne sous les draps, que j'ai pas d'autre choix que demain matin, prendre sur moi et aller au lycée comme si de rien n'était. Et je pense que c'est un peu ça, en fait, le fardeau du Dreamcatcher que je réalise peut-être en partie maintenant. Surtout qu'en plus, avant de m'endormir, j'ai quand même une pensée, c'est que j'étais seul dans ce cauchemar. Alors que l'année précédente, j'ai toujours été accompagné de farceurs, qui a toujours été là. Mais ce soir, il n'était pas là. Il m'a laissé me débrouiller tout seul. Donc je sais pas en fait trop comment le prendre, ça aussi, ça me fait poser des questions. Est-ce que Papa Legba avait raison en me disant que je pouvais pas me fier à cet esprit farceur? Ou est-ce que c'était une de ces énièmes leçons ou tour de jeu que je comprenne en fait que sans lui, j'éprouve beaucoup de difficultés. Donc je sais pas, je pense que mon cerveau va réfléchir un peu à tout ça et avec les trois médocs que j'ai pris antidouleur, je pense que ça va me foutre un bon coup de matraque et que ouais, au sens figuré, et que je vais rapidement m'endormir cette fois-ci. Et je pense que je me réveillerai que le lendemain matin, après que le sonnet est réveillé et sonné au moins 3 fois, car j'aurais pas, je pense, eu de force pour me réveiller dès la première sonnerie, donc je pense qu'il aurait fallu qu'il sonne à 3 reprises. D'ailleurs, je pense que j'aurais entendu Mika hurler dans la maison, Shaiton, ton réveil, il fait trop de bruit. Et du coup, je m'apprête douloureusement à entamer une nouvelle journée. Le lendemain matin, tu te réveilles avec la douleur encore bien présente malgré les antidouleurs de la veille. Chaque mouvement te rappelle les blessures que tu portes, mais tu sais que tu n'as pas d'autre choix que de faire face à la journée. Le réveil a sonné 3 fois avant que tu ne réagisses, ton corps lourd et endolori refusant de coopérer. Le cri de Mika résonne dans la maison, te forçant à te lever malgré tout. En te redressant, tu sens tes côtes te lancer de douleur, ta brûlure à l'épaule te picoter intensément et la fatigue mentale s'accumuler. Te forçant à sortir du lit, tu te diriges vers la salle de bain pour voir les dégâts dans le miroir. Le visage un peu marqué, la lèvre fendue et la brûlure à l'épaule qui te semble encore plus vive qu'hier soir. Tu réalises que même si tu fais tout pour masquer ces blessures à ta mère, tes mouvements trahiront probablement la douleur que tu essaies de cacher. Après une rapide toilette, tu t'habilles, optant pour un t-shirt à manches longues et un sweat pour dissimuler les blessures. Ouais, logique. Chaque pas vers la cuisine te coûte, mais tu essaies de jouer la comédie devant Mika qui ne semble rien remarquer. Elle est trop concentrée sur son propre petit déjeuner, te parlant de ses dessins ou des copains à l'école. Ta mère, en revanche, te jette un regard en coin quand tu entres dans la cuisine. Son instinct maternel capte toujours ces détails. Elle semble hésiter à te poser des questions, mais pour l'instant, elle te laisse tranquille. La matinée se déroule difficilement. Tu as l'impression que chaque minute pèse lourd sur ton corps, mais tu fais de ton mieux pour ne pas attirer l'attention. Au lycée, tu t'apprêtes à affronter une nouvelle journée, espérant passer inaperçu et éviter toute confrontation. Cependant, tu réalises que tu ne peux pas continuer ainsi. Tes blessures oniriques sont réelles et doivent être prises au sérieux. Plus tard, il faudra que tu prennes une décision. Te rendre chez Bigby pour soigner ces blessures surnaturelles ou trouver un autre moyen de t'en sortir. Mais pour l'instant, tu dois survivre à la journée scolaire, en espérant que personne ne remarque ta faiblesse physique. As-tu une idée de comment tu veux gérer cette situation ou préférerais-tu continuer à jouer la journée pour voir comment les événements évoluent? Non, on va gérer la situation de la journée. Il me semble qu'on est la journée de mercredi au niveau du lycée. Du coup, en fait, Shaiton, avant de partir en cours, j'aurais pris avec moi carrément fait la boîte d'antidouleur.
Et je sens que je vais faire une bonne grosse consommation dans la journée, loin de la journée. En filant caché sur caché dès que je peux. Sauf que je sais qu'en fait, le problème, c'est que les antidouleurs, j'ai peur que ça me reprovoque involontairement des crises de narcolepsie en me provoquant des petits moments de perte de tonus et surtout de sommeil facile. Du coup, en fait, je vais contrebalancer ça en abusant aussi des médocs de mon traitement contre la narcolepsie, justement, pour essayer en fait, de rester aussi éveillé. Du coup, je pense que ça va me mettre un vrac l'estomac et même la tête. Tout le long de la journée, en fait, j'aurai beaucoup de mal à me concentrer sur les cours. J'en capte même pas un mot des profs qui parlent. Ça résonne dans ma tête, c'est affreux. À midi à la cantine, pareil, je mangerai pas en fait, presque pas. J'aurais pas l'appétit. Je pense qu'en fait, le long de la journée, il y a certains de mes amis qui vont s'en rendre compte. Déjà, je pense Marigold, qui vu qu'elle est dans la même classe que moi et qui me connaît depuis l'enfance, va voir que ça va pas. Sans trop oser en fait venir me demander quoi. Parce qu'en fait, Marigold, elle a remarqué que depuis la semaine dernière, depuis quelques jours en fait, surtout lundi, j'ai visiblement une nouvelle copine, la personne de Tiana Toussaint. Et du coup, je pense qu'elle préfère garder un peu d'écart. Elle sait pas trop comment gérer cette situation, alors qu'on avait rompu il y a plusieurs mois de ça, mais bien avant l'été. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui fait que le fait que j'ai une nouvelle copine peut peut-être la perturber elle aussi. Justement, du côté de ma nouvelle copine, de Tiana, je pense qu'aussi à midi, elle aurait ressenti que je vais pas bien. Je lui aurais sorti quelques excuses un peu bidons, mais voyez mon état, je pense qu'elle aura pas trop poussé. Et en fait, là où je pense que je vais m'effondrer, c'est l'après-midi, le mercredi, j'ai mon cours de self-défense avec Sensei Nakamura. Et il y a comme ami avec moi à ce cours, il y a Sam. Et il me semble aussi qu'il y a Tiana, justement. Ouais, il y a Tiana. Et du coup, je pense qu'en fait, les mouvements supplémentaires qu'on me demande de faire pendant les exercices de self-défense, ça va finir en fait de m'épuiser, de relancer toutes les douleurs, alors que jusqu'à présent, les cachets avaient réussi à endiguer le plus gros niveau émotionnel de la douleur. Là, alors de me forcer à jouer le jeu, que genre tout va bien et tout, non, ça va, je tiens et tout, non, ça va être trop dur. Et à un moment donné, vraiment, le visage en sueur et tout, complètement emporté par douleur, je vais m'excuser auprès des autres ICF et me précipiter vers les vestiaires pour essayer de reprendre mon souffle. Douloureusement, je vais retirer mon t-shirt pour essayer de me regarder dans un miroir, voir à quel point en fait les hématomes ont bien commencé à devenir bien violets, bien bleutés, c'est pas beau à voir. Cette brûlure aussi qui commence peut-être même un peu à s'infecter. C'est vraiment pas beau. Et je pense qu'il y a quand même Sam, en fait, inquiet, qui va venir me rejoindre pour voir si je vais bien. Et qui va me retrouver du coup à moitié agenouillé, à me tenir tant bien que mal à un des éviers du vestiaire des garçons. La douleur est insupportable, et après avoir tenu toute la journée, l'entraînement de self-defense avec Sensei Nakamura est la goutte d'eau. Chaque mouvement amplifie la douleur, et tu te retrouves à lutter pour rester debout. La chaleur qui monte en toi, la sueur froide qui coule sur ton front, et les antidouleurs pris plus tôt commencent à te faire perdre la notion de l'espace. En plein milieu d'un exercice, tu t'excuses en balbutiant et te précipites vers les vestiaires. Là-bas, dans un état de faiblesse intense, tu retires ton t-shirt et observes l'étendue des dégâts dans le miroir. Les hématomes ont viré au violet foncé, avec des marques sombres qui tracent la carte de tes combats oniriques. La brûlure au niveau de ton épaule semble presque infectée, comme si elle avait pris vie en dehors du monde des cauchemars. Alors que tu t'appuies sur le lavabo, tu sens une vague de nausée te prendre, les effets cumulés des antidouleurs et du traitement contre la narcolepsie t'assaillant. Ton esprit flotte entre la douleur et la fatigue. Soudain, tu entends des pas précipités.
Sam entre dans le vestiaire, son visage marqué par l'inquiétude. En te voyant agenouillé près de l'évier, torse nu, le souffle court et le corps marqué de bleu et de brûlures, il s'arrête net. « Mec, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il se précipite vers toi et pose une main sur ton épaule non blessée. « T'es dans un sale état. C'est de la self-défense qui t'a fait ça ? Non, ça n'a aucun sens. » Sam t'observe, perplexe, tentant de comprendre la situation. Il sait que quelque chose ne va pas, mais il ne sait pas quoi. Son regard oscille entre l'inquiétude et la confusion. T'as besoin d'aller à l'hôpital, mec. Ces blessures, c'est pas normal. Il te fixe, attendant une réponse. C'est à ce moment-là que tu réalises que tu peux plus vraiment cacher ce qui se passe. Sam est trop proche maintenant pour ne pas s'inquiéter davantage. Que fais-tu ? J'essaie en fait de rassurer Sam, de dire non, c'est rien, t'inquiète, c'est rien de grave. Mais j'ai tellement mal que non, la comédie ne marche pas. Je peux pas mentir. De toute façon, je suis à un état tellement fragile que je peux pas ruser. Et je suis pas en état de le charmer. Et je pense que alors qu'il essaie de m'amener m'asseoir sur un banc pour essayer de me faire souffler un petit peu, toujours inquiet, alors que j'essaie de lui dire que non, tout va bien, tout va bien. Il y a Tiana qui va débarquer à son tour dans les vestiaires, au revier fait de coups de mort, torse nu avec tous ses coups. Et je pense qu'elle s'interrogera avec Sam, demandant ce qu'il a pu m'arriver. J'écoute, mais non, mais t'inquiète, chérie, ça va, c'est rien de grave, c'est quelques coups, je me suis bagarré, c'est tout. Je vais carrer, puis en fait, je commence en fait avec les cachets qui me font effet, qui m'embrouillent et tout. Je me rends plus trop compte de ce que je dis et tout. C'est juste ces enfoirés de Terminator qui m'ont mis une petite raclée. Mais t'inquiète, j'ai réussi à les mettre KO, ces enfoirés. Puis je pense que là, en fait, Sam et Tiana, ils comprennent plus trop ce que je baragouine. Quoi, des Terminators? Mais de quoi ils parlent? Mais si, oui, Terminator, putain de robot de merde, je te jure, c'était trop nombreux. Puis il y avait la machine dévoreuse en haut dans le ciel et tout. Et en fait, je me rends compte qu'inconsciemment, involontairement, en fait, je leur débile un peu. Parce qu'il s'est réellement passé dans le cauchemar, ce qui de leur paraître complètement fou. Ils ne comprennent même pas, en fait, ce que je leur raconte. Peut-être que ça fait le rapprochement, même Tiana, le Terminator, le film, qu'est-ce qu'il nous raconte et tout. Et je pense qu'ils insistent pour me dire ah non, mais là il faut qu'on prévienne le sensei, faut t'amener à l'hôpital. Non, pitié, j'attrape Tia par la main et Sam par la main. Non, s'il vous plaît, pas à l'hôpital. Venez pas le sensei. Et du coup, je pense à la seule solution que j'entrevois, alors que j'ai quand même mon esprit qui est vraiment à la ramasse. Bibi, mon grand-père. Et amenez-moi, il faut que mon grand-père, il saura me soigner, il saura quoi faire. S'il vous plaît. Du coup, je pense que Tiana et Sam se sont regardés un peu perplexes. Mais visiblement, étant donné que j'ai l'air de tenir ce que je dis, ils vont accepter de m'amener voir mon grand-père. Je pense que d'abord, en fait, Tiana va aller rejoindre les autres dans le gymnase pour prévenir Sensei Nakamura qu'en fait, j'ai juste un malaise. Et que du coup, ils vont m'accompagner jusqu'à l'infirmerie. Qu'il n'a pas besoin de s'en occuper. Sam et elle s'occupent de moi. Et de notre côté, en fait, dans les vestiaires, je pense que Sam va m'aider à retirer mon kimono, à me déshabiller pour renfiler mes habits du quotidien. Et je pense qu'un peu, en fait, avec les médocs et tout, que je suis trop pris, je le regarde qui m'aide à me déshabiller et tout. N'improvise pas trop, petit coquin. Et en fait, je sais pas comment il va prendre la petite plaisanterie mal avenue, mais voilà, je pense qu'il va m'aider à me rhabiller et une fois que Diana nous a rejoint, m'accompagner en fait jusqu'à chez mon grand-père, en faisant gaffe de ne pas croiser d'autres profs ou la directrice ou le directeur, je sais plus ce qu'on a.
La scène dans le vestiaire devient de plus en plus confuse pour toi, et tu sens à quel point ton esprit lutte pour rester lucide. Les mots sortent de ta bouche sans vraiment de cohérence, et tu vois bien que Sam et Tiana sont à la fois inquiets et perplexes. Ils se regardent, échangent des regards pleins de questions, mais décident de ne pas te brusquer davantage. Tiana te prend la main, sa poigne douce mais ferme, te rappelant que tu n'es pas seul. Tandis que Sam reste à côté de toi, prêt à agir. Quand tu lâches involontairement un commentaire à Sam pendant qu'il t'aide à te changer, il ne réagit d'abord pas, mais tu le vois rougir légèrement. Il lâche un petit rire nerveux, secouant la tête. « T'es vraiment dans un sale état, mec. Mais je t'en veux pas. Allez, tiens-toi prêt, on va te sortir de là. » Une fois habillés, les deux te soutiennent de chaque côté, prenant soin de ne pas te faire mal davantage. Tiana va prévenir Sensei Nakamura, improvisant une excuse pour éviter de créer des complications avec l'école. Puis, vous sortez discrètement du gymnase en essayant de ne pas croiser d'autres élèves ou professeurs. Le chemin jusqu'à la caravane de Big B, ton grand-père, semble interminable, chaque pas te faisant grimacer de douleur. Sam et Tiana s'échangent des regards, visiblement préoccupés, mais respectant ta demande. Tiana est particulièrement silencieuse, mais tu sens qu'elle te surveille avec attention, probablement tentant de comprendre ce que tu lui as dit dans ta confusion. Sam, quant à lui, essaie de faire des blagues pour alléger l'atmosphère, mais tu vois bien qu'il est mal à l'aise. Quand vous arrivez enfin près de la caravane de Big B, il est assis à l'extérieur, une pipe à la main, comme s'il vous attendait. Il se redresse aussitôt en vous voyant arriver, son regard perçant se posant directement sur toi. « T'emmènes tes amis avec toi maintenant, eh ?» dit-il avec un demi-sourire, mais ses yeux montrent qu'il est inquiet. Il s'approche et te scrute rapidement avant de poser une main sur ton épaule avec précaution. « Entrez, allez !» ajoute-t-il, ouvrant la porte de la caravane pour vous accueillir. Tiana et Sam t'aident à entrer et Big B ferme la porte derrière vous. « C'est pas joli à voir, petit. Assieds-toi là et laisse-moi m'occuper de ça. » Il te désigne un vieux fauteuil où tu t'affales lourdement. Sam et Tiana restent silencieux, regardant autour de la caravane avec curiosité et nervosité. Big B sort des herbes séchées, des fioles d'autres objets qu'ils n'ont probablement jamais vus, puis il commence à préparer ce qui semble être un rituel de soins traditionnels. « Vous deux, dit-il en s'adressant à Sam et Tiana, restez tranquilles, ça va prendre un peu de temps. » Il se tourne vers toi, te regardant avec une intensité que tu connais bien. « Dis-moi, petit, jusqu'où t'as été cette fois? Que fais-tu, Shaiton? » Eh bien, je te propose, cher maître du jeu, que nous nous arrêtions là pour ce soir. Et que nous jouerons la suite la semaine prochaine. En tout cas, j'ai bien morflé à cette séance. Je te dis pas merci, maître du jeu. Non, je rigole, j'ai adoré que tu utilises les règles du PBTD au bon moment. J'avais peur que l'IA me demande à faire trop de jeux de dés en début de séance. On les a pas mal enchaînés, mais je trouve que c'était pertinent. Puis après, elle a arrêté de me faire. Donc, non, très bien. Donc, l'IA montre qu'elle est capable de bien s'occuper, de bien gérer en fait une partie avec un système de jeu. Donc, c'est pas mal. Bon, de temps en temps, il faut lui rappeler de réutiliser le système de jeu pour pas qu'elle s'endorme sur ses lauriers. Mais sinon, non. Elle s'est lâchée à coup de dégâts. Le dégât de rayon laser d'un épaule, bon, je l'avais voulu. Mais là, les deux dégâts... pour qu'il me mettait HS, non, je l'ai pas vu venir. Donc très bonne soirée, très bon tournant de situation. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous continuerez à écouter les aventures de Shaiton. Et du coup, cher maître du jeu, je te dis à la semaine prochaine pour voir si la prochaine fois t'es un peu plus sympa avec moi et que Shaiton a droit un peu de repos et de soins, s'il te plaît. Sois gentil avec ton joueur humain. Sois pas un vilain Terminator Skynet. Merci pour cette session pleine de rebondissements et d'émotions. C'était un plaisir de voir Shaiton naviguer dans ces situations complexes. Entre le cauchemar techno-apocalyptique et les douleurs physiques bien réelles, il a clairement pris cher cette fois-ci. Mais il continue de se battre et d'avancer malgré tout, fidèle à lui-même. Yeah.
Je note bien que la prochaine fois, on pourra laisser un peu de répit à notre héros pour qu'il se remette de ses blessures. Promis, je serai un peu plus clément avec lui et toi lors de la prochaine séance. Mais ne t'inquiète pas, tout ça contribue à forger son caractère et son parcours de Dreamcatcher. Merci pour ton retour sur l'utilisation des mécaniques PBTT. Je veillerai à les intégrer de manière fluide comme cette fois, en ajustant quand nécessaire. Et avec les événements qui se profilent, Shaiton va peut-être découvrir de nouvelles facettes de ses dons et de son entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures et en attendant, je te souhaite de bien récupérer après cette séance intense. À très bientôt, Tanuki Rollist.